Nous sommes le 25 mai 2020, aux alentours de 20h dans la ville de Minneapolis. Et sur le sol de l'intersection de la Chicago Avenue South et de la 38e rue, une respiration perd petit à petit espoir, le long de 9 minutes, interminable, écrasée sous le genou d'un policier. Cette voix, c'est celle de George Floyd, un noir américain ayant grandi dans la pauvreté à Houston, au Texas. Ça fait un de plus. Un noir pauvre arrêté pour un crime mineur, l'utilisation d'un faux billet de $20, dont les policiers coupables de la mort prétendront par la suite qu'il se serait montré violent, en dépit de toutes les preuves vidéo contredisant leur dire. Une scène qui nous laisse un sentiment amer de déjà-vu. Et comme tant d'autres fois auparavant, la sidération laisse maintenant place à la tristesse, à l'indignation, puis à la colère. Et nous restons incrédules par la similarité dans les événements d'une histoire qui paraît, inlassablement, se répéter. Depuis les émeutes et mouvements des droits civiques des années 60, aux émeutes de 2020 signées I Can't Breathe, la situation aurait-elle si peu évolué ? Faut-il croire que la période séparant le rêve de Martin Luther King en 1963, à l'arrivée d'un homme noir à la Maison-Blanche il y a plus de 10 ans, n'a connu aucune avancée pour l'égalité dans ce pays marqué historiquement par l'esclavage ? Et que, au contraire, le réel visage de l'Amérique est celui d'un président réputé xénophobe et de meurtres raciaux commis par des policiers trop souvent impunis ? Évidemment, la réponse est loin d'être simple. D'un côté, à partir de la présidence de Kennedy, des ambitions seront affichées pour lutter contre les discriminations raciales, poursuivies par ses successeurs durant la seconde moitié du XXe siècle. Pour autant, avec le cas de George Floyd et d'autres avant lui, il est impossible de nier les problèmes de racisme qui continuent de se poser à l'heure actuelle aux États-Unis. C'est une situation qui mérite d'autant plus l'attention que nous arrivons à la fin du premier mandat de Donald Trump, autour duquel les accusations pleuvent d'avoir aggravé les tensions tout au long de son mandat. Quand il s'agit du président aux cheveux jaunes, certains n'hésitent pas à évoquer le spectre de l'histoire, l'accusant d'avoir divisé l'Amérique au point d'en revenir à la période la plus violente sur la question des droits des Noirs aux États-Unis, la guerre de sécession, ou comme ils l'appellent là-bas, la Civil War. Je crois que cela est provoqué par Trump et les gens qui le soutiennent. Oui, c'est la présidence de Trump. Emily n'aurait jamais cru que la déferlante de l'extrême droite allait se terminer par la mort d'une jeune militante antiraciste, écrasée dans cette rue par un conducteur fanatisé. C'est là que c'est arrivé. Tout a commencé avec la décision de la municipalité de déplacer 2 statues qui rendent hommage aux confédérés de la guerre de sécession, ce qui a mis en colère l'extrême droite. En attendant que la justice se prononce, elles sont recouvertes. Militante de gauche et LGBT, Emily est inquiète. Je crois que cette affaire des statues a été l'étincelle, mais c'était inévitable. Dans ce pays, depuis un moment, nous nous enfonçons dans la violence politique. Il y a des gens qui pensent que l'on va vers une nouvelle guerre de sécession. En ayant vu ce qui s'est passé ici cet été, dans cette jolie ville, d'habitude si calme, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est vrai. Au centre des enjeux de cet épisode charnière de leur histoire se posait notamment la question de l'esclavage, et ce n'est qu'à son terme que les droits des Noirs pourront, très petit à petit, s'affirmer. Puisque la comparaison est lancée, autant la prendre au sérieux et nous poser sincèrement la question. Les États-Unis en sont-ils aujourd'hui au même point qu'au temps de la guerre de sécession ? Nous sommes tellement divisés. Il y a de quoi s'interroger. Nous sommes encore plus divisés qu'à l'époque. L'histoire ne se répète pas totalement, mais il y a une fracture dans notre pays sur la question du racisme. C'est une histoire qui se répète, mais de façon différente.
C'est comme si nous devions toujours nous battre pendant cette guerre civile. Nous sommes au cœur d'une guerre entre les mensonges et la vérité, entre les faits et les fantasmes. Pour traiter d'un sujet aussi vaste, le mieux est encore de reprendre les choses dans l'ordre, repartir dans le passé et observer ce qui a été fait pour la situation des Noirs aux États-Unis depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Un travail de fouille historique qui ressuscitera bien sûr des figures emblématiques de la lutte pour les droits civiques, simples esclaves désireux d'accéder à la liberté, politiciens ayant su graver leur nom à jamais dans la mémoire collective, ou encore des militants ayant su se hisser au rang de héros. Mais en réalisant ce travail d'investigation, ce dont on se rend rapidement compte, c'est que, au-delà de tous ces personnages célèbres, il y en a d'autres qui ont aussi eu un rôle prépondérant, tant dans la reconnaissance que dans le refus de ces droits. Ce sont les juges de la Cour suprême des États-Unis. En effet, la Cour suprême a joué dans l'histoire un rôle inégalé par nos juridictions françaises pour un grand nombre de raisons. Parmi ces raisons, citons entre autres le fait qu'elle se prononce sur la constitutionnalité des lois fédérales et que les décisions qu'elle prend font autorité pour toutes les futures décisions des tribunaux de degré inférieur tant que la Cour n'est pas revenue dessus. Grâce à ses compétences étendues, la Cour suprême va très vite s'imposer comme l'arbitre des droits constitutionnels des Afro-Américains. Voici donc une manière pertinente de comprendre la situation des Noirs aujourd'hui, par l'analyse des décisions de la Cour suprême depuis l'époque de la sécession, en ayant toujours à l'esprit qu'elles étaient, derrière les apparences, des véritables considérations ayant conduit les juges à prendre ces décisions. Oui, il faudra absolument ôter le voile de neutralité de la justice dans lequel ils ont pu masquer leurs intérêts et s'intéresser à leurs auteurs, les restituer dans leur position sociale pour saisir les motivations profondes qui les ont animés. C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Storytime autour de 4 séries de décisions s'étendant entre 1857 et 1978, toutes révélatrices de la mentalité des dirigeants du pays vis-à-vis de ce qu'on a pu appeler la question noire. Nous sommes en 1846 à Saint-Louis, dans le Missouri. Et pour un homme, Dred Scott, c'en est trop. Il a 47 ans et il a passé toute sa vie en tant qu'esclave, en grande partie au service d'un docteur militaire du nom de John Emerson, un militaire qui, au cours de sa vie, a beaucoup bougé et changé d'affectation. De ce fait, John Emerson avait emporté avec lui Dred Scott pendant 3 ans près de Rock Island dans l'Illinois, un État libre, avant de rejoindre Fort Snelling dans le Wisconsin, où l'esclavage y était carrément illégal. Dred Scott y avait d'ailleurs rencontré une autre esclave qui deviendra sa femme, Harriet Robinson, que le maître de Scott l'autorisa à épouser avant qu'elle ne devienne également l'esclave du docteur. Mais tout ça, c'était 10 ans plus tôt. En 1846, le docteur Emerson est déjà mort depuis 3 ans, et Dred Scott travaille à Saint-Louis pour la veuve du docteur, Irene Emerson. Et à ce moment-là, Dred Scott, qui est déjà âgé pour l'époque, souhaite enfin vivre libre. Il a d'ailleurs déjà proposé de se racheter, lui-même et sa femme, à la veuve, mais cette dernière refusa d'accéder à sa requête. Malgré tant d'années de bons et loyaux services, à suivre ses maîtres d'État en État, et même après avoir proposé une contrepartie financière. Oui, c'en est trop. Après tout, avec sa femme Harriet, ils ont traversé et même vécu dans des États où l'esclavage était interdit, et il aurait dû être libéré à cette époque. Pour Scott, s'il se rend devant la justice, elle reconnaîtra sa liberté, c'est certain. C'est pour cette raison qu'il se rend, cette année-là, devant le tribunal d'État du Missouri. Mais ce dont Dred Scott ne pouvait pas se douter, c'est que son cas ferait l'objet de 10 ans de rebondissements judiciaires, et deviendrait le symbole, du nord au sud, de toutes les tensions internes d'une fédération au bord de l'explosion. Revenons donc un instant sur le contexte de l'époque.
Depuis la proclamation de leur indépendance face aux colonies britanniques, puis l'acceptation d'une constitution en 1787, les États-Unis, c'est l'union d'États fédérés aux intérêts que tout oppose. Une confrontation d'intérêts essentiellement économiques, sur laquelle la question de l'esclavage se greffe avant tout comme un symbole, le témoignage des directions opposées, compris les États du Nord et les États du Sud. L'esclavage en lui-même n'est que l'héritage des colonies britanniques. Les constituants n'ont pas tranché son maintien lors de la Convention de Philadelphie. Après tout, il s'agissait d'une forme de propriété, espérant qu'il disparaîtrait de lui-même. Mais leur optimisme ne rencontra pas les faveurs de l'histoire, car l'économie des États du Sud allait en grande partie reposer sur l'esclavage pour la culture du coton. L'invention en 1793 par Eli Whitney d'une machine à égrainer le coton augmenta encore la rentabilité de cette production agricole, ce qui, bien loin de réduire l'esclavage, le rendit encore plus indispensable pour les États du Sud. Le coton était devenu la source de toute leur richesse et d'un mode de vie qu'ils jugeaient supérieur à celui des États du Nord. Dans le Nord, en effet, au contraire du Sud resté agricole, l'économie s'était industrialisée au travers des manufactures textiles, qui employaient des travailleurs libres, bien que la ségrégation raciale n'y ait pas été absente. Et, plutôt que de se compléter, les deux modèles économiques rendaient la cohabitation de plus en plus difficile. De leur côté, les États du Sud exportaient leurs coton en Europe et avaient un fort besoin de libre-échange avec le vieux continent. À l'extrême opposé, les industries textiles des États du Nord ne survivaient que par un protectionnisme acharné face à une concurrence britannique imbattable. En raison de ces intérêts antagonistes du Nord et du Sud, l'État fédéral ne subsistait dès lors que de compromis en compromis. En 1820, le compromis du Missouri établit que les futurs États qui seront créés dans l'ancienne Louisiane seront esclavagistes ou abolitionnistes selon qu'ils se situeront au sud ou au nord de la frontière sud du Missouri. Compromis ensuite sur la question des droits de douane en 1830, après le terrible épisode de la Nullification Crisis. En plus de ces crises à répétition, l'esclavage était en recul un peu partout dans le monde. Et la publication de La Casse de l'oncle Tom à partir de 1851, qui sera le roman le plus vendu du XIXe siècle, accrut encore les tensions sur la question de l'esclavage. Voilà donc le contexte explosif dans lequel Dred Scott réclame sa liberté. Les querelles idéologiques se mêlaient aux conflits économiques, et face à l'impossibilité d'un consensus, le point de vue de la Cour suprême sur l'esclavage pouvait faire éclater d'un instant à l'autre la Confédération. Que Dred Scott ait été conscient ou non de l'ampleur des enjeux politiques de sa requête, difficile à dire. Finir sa vie en homme libre, peut-être était-ce tout ce qui lui importait. Et c'est devant les tribunaux, symbole d'indépendance par excellence, qu'il décidait de porter sa cause. Ce n'est qu'au bout de 10 longues années de déboires judiciaires, en 1857, qu'une décision définitive fut rendue par la Cour suprême. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'image idéale de juges impartiaux, détachés des querelles politiques dont avait pu rêver Dred Scott, allait voler en éclats face à la tristement célèbre opinion majoritaire des juges, rédigée par le juge Roger Brooke Taney. Un nègre libre de race africaine, dont les ancêtres ont été amenés dans ce pays et vendus comme esclaves, n'est pas un citoyen au sens de la Constitution des États-Unis. Et n'étant pas des citoyens au sens de la Constitution, ils ne sont pas autorisés à intenter une action en ce sens devant un tribunal des États-Unis. La phrase retentit comme le tir d'un Springfield. Que de mauvaise foi de la part de cette décision adoptée majoritairement par des juges du Sud pour l'esclavage du Sud. La réalité du droit constitutionnel américain, elle, allait totalement à l'encontre de cette décision. Un seul juge dissident, Benjamin Robin Curtis, avait eu l'honnêteté de le relever. Curtis fit observer qu'il y avait bien des États, à la fois dans le Nord et dans le Sud, qui reconnaissaient la citoyenneté des Noirs. Or, la Constitution était absolument claire à ce sujet, en son article 4, section 2. Si une personne était considérée comme citoyen par un État, alors tous les États, et donc le gouvernement fédéral, devaient accorder à cette personne tous les privilèges et immunités des citoyens dans les différents États, ce qui comprenait, bien entendu, le droit de poursuivre devant un tribunal fédéral. Mais Taney, lui, se garde bien de relever que de nombreux États accordent la citoyenneté à des Afro-Américains. Pire que cela,
Alors même qu'il vient de déclarer la Cour incompétente pour juger de l'affaire Scott, il se prononce sur le fond. Une autre absurdité soulevée par Curtis. Puisque la majorité des juges avaient conclu que Scott n'avait pas qualité pour agir, la Cour suprême n'avait logiquement pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la cause. Seulement voilà, Taney avait promis qu'il trancherait la question de l'esclavage, qui causait des tensions depuis trop longtemps, une bonne fois pour toutes. Et voilà Taney poursuivant sa décision encore davantage en faveur du Sud, soutenant que Scott n'avait jamais été libre et que le Congrès avait en fait outrepassé son autorité dans le compromis du Missouri, parce qu'il n'aurait soi-disant aucun pouvoir d'interdire ou d'abolir l'esclavage dans les territoires. Le compromis du Missouri, qui avait servi de règlement constitutionnel accepté pendant près de 40 ans, tomba ainsi. Pour Dred Scott, c'est la douche froide. Point de equal justice under law. Point de respect des grands principes constitutionnels par un État fédéral bienveillant. Les considérations politiques l'avaient emporté sur l'impartialité de la justice. S'il n'en avait tenu qu'au juge, Dred Scott aurait fini sa vie comme esclave. Heureusement pour lui, sa maîtresse, Irene Emerson, s'était mariée entre-temps avec un médecin abolitionniste du nom de Calvin Chaffee, célèbre en tant que représentant du Massachusetts, qui apprit que sa femme possédait l'esclave le plus célèbre d'Amérique, juste avant que le tribunal ne rende sa décision en 1857. Chaffee libérera Dred Scott, qui décédera à peine un an plus tard, mais, au moins, mourrait-il en homme libre.